parler aujourd'hui, enfin cet après-midi, donc du risque et de l'adaptation surtout. C'est de ça dont on va parler, en tout cas de nos outils de monitorage chez les patients qui sont considérés à risque. Alors je vous déclare mes liens évidemment d'intérêt. Alors j'ai un intérêt au conflit, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt en tout cas avec ceux dont on va parler cet après-midi. Alors on en a parlé, Bernard notamment a passé un peu de temps dessus, il a eu bien raison parce que c'est pas si simple que ça de se faire une idée un peu précise sur ce qu'est un patient à haut risque chirurgical. Je ne suis pas certain que ma définition perso ou mon ressenti personnel soit forcément le même que celui de Bernard, de Jean-Luc ou de qui que ce soit d'autre dans la salle. Et c'est pour ça que la subjectivité, il faut quand même un petit peu s'en méfier. Et ça sera vrai pour la question du monitorage dont on reparlera après. L'objectivité, on se doit de la proposer à nos patients le plus régulièrement possible en tout cas. Et de ne pas se fier que sur son impression. Le talent, comme Jean-Luc l'appelle, ça a du bon, mais ça ne se résume malheureusement pas forcément qu'à son expérience et au talent qu'on peut avoir. Et donc, un patient à risque chirurgical, c'est un patient, on le sait tous, un peu quand même, c'est un patient qui va avoir du mal, dont on imagine en tout cas qu'il pourra avoir du mal à tolérer, à supporter le geste chirurgical qui lui a été proposé par le chirurgien quand il a été voir ce chirurgien en consultation. Je laisse évidemment de côté la question des patients opérés en urgence pour lesquels, de toute façon, cette évaluation éventuellement préopératoire, on n'aura pas le temps de la faire. Pour autant, vous savez que les patients urgents sont intrinsèquement des patients qui, dans tous les scores de risque, ressortent assez systématiquement, en tout cas comme des patients qui doivent être qualifiés comme ayant un haut risque de morbidité ou de mortalité, malheureusement, après la chirurgie. Et donc la question, c'est est-ce que le patient que je prends en charge ou que je m'apprête à prendre en charge est a priori capable de supporter la lourdeur du geste chirurgical qui va lui être proposé. Alors après, vous pouvez connaître très très bien votre chirurgien ou le chirurgien qui va opérer ce patient, savoir exactement quelles sont ses complications personnelles. Est-ce que c'est un chirurgien qui a l'habitude de faire beaucoup de bêtises, avec des pertes sanguines qui peuvent être importantes, ou au contraire, est-ce que c'est un chirurgien qui est très précautionneux, minutieux et avec peu de complications. Pour autant, ce n'est pas toujours très très simple de se faire un avis objectif. Et donc, il existe un certain nombre de travaux dans la littérature qui ont essayé d'évaluer ça. Et on sait qu'un patient pourra d'autant plus supporter la lourdeur ou l'agression chirurgicale qui va lui être proposée qu'il va être capable de s'y adapter. Et vous savez qu'il y a toute une série de papiers dans la littérature qui ont évalué notamment la capacité qu'a un patient à augmenter ou à optimiser, améliorer le transport artériel en oxygène en lien avec cette augmentation de consommation en oxygène, en lien avec une augmentation de la demande qui peut être directement en rapport avec l'agression chirurgicale. Demande qui peut être en lien avec quid d'une hémorragie, enfin bref, un certain nombre de choses qui peuvent augmenter la consommation en oxygène. Et donc un des éléments qui va conditionner la capacité à supporter le risque, c'est cette capacité qu'a ou pas le patient à augmenter l'apport en oxygène finalement aux organes qui sont en situation d'équilibre fragile pour certains ou qui s'apprêtent à subir une agression par la chirurgie. Alors c'est quoi cette histoire de consommation en oxygène? Peut-être pour les plus jeunes d'entre nous. Donc c'est l'équation de Fick qui nous renseigne sur la consommation d'oxygène, le produit de la différence artério-veineuse en oxygène par le débit cardiaque. Et donc vous voyez bien qu'il y a cette notion, pardon, je suis allé en arrière, le pointeur. Il y a déjà cette notion de débit cardiaque dont on reparlera évidemment un peu plus tard dans la présentation. Le transport, lui, c'est le produit également, encore une fois, du débit cardiaque par le contenu artériel en oxygène. Et donc, si on veut pouvoir optimiser, améliorer le transport en oxygène, eh ben, ça passera soit par le débit cardiaque, soit par le contenu artériel en oxygène, soit par les deux. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on manipule ces informations si toutefois le patient lui-même n'est pas en capacité d'améliorer son transport. Et puis s'il y a une inadéquation du transport à la consommation, eh ben, c'est là que peut survenir la dette en oxygène, que les tissus, les organes peuvent souffrir. On passe dans une situation de dépendance de la VO2 à la DO2. Et dans cette phase-là, dès lors que la valeur critique du transport a été dépassée, eh ben, c'est là que les organes vont pouvoir se mettre éventuellement à souffrir et que les complications, évidemment, pourraient survenir. Alors ça, on le sait depuis longtemps. Il y a déjà des travaux de William Shoemaker il y a une
trentaine, quarantaine d'années maintenant, ce qui ne rajeunit pas Jean-Luc Fedaï, qui est également né en même temps que William Shoemaker, c'est une petite boutade. Non, mais toute blague mise à part, toute blague mise à part, déjà dans ces travaux, vous voyez, on était capable, enfin ils ont été capables d'identifier des profils de patients qui allaient avoir des pronostics très différents en termes d'évaluation post-opératoire, selon ou non que le transport en oxygène allait rester stable, augmenter, voire diminuer, par exemple pour ce groupe de patients-là, en lien avec une augmentation du besoin en oxygène. Et évidemment, les patients qui n'étaient pas capables de satisfaire à cette augmentation de besoin en oxygène sont de façon non surprenante ceux qui se compliquaient déjà le plus et ceux qui avaient le pronostic le moins bon. Et donc ça, c'est des notions physiologiques que l'on connaît depuis malheureusement très longtemps et qu'on n'a pas forcément su dont on n'a pas forcément toujours su tirer profit. Alors les recommandations, effectivement, ça a été dit, elles ne sont pas parfaites, qu'il s'agisse des recommandations européennes ou des recommandations nord-américaines. Pour autant, je ne crois pas que tout soit acheté dans ces recommandations, ce d'autant qu'on n'a pas non plus trop d'alternatives à ce jour. En tout cas, la SFAR n'en dispose pas de recommandations équivalentes sur un certain nombre de ces points-là. Donc on fait avec l'existant. Alors quand on se réfère à ce que les cardiologues effectivement considèrent comme étant une chirurgie à haut risque ou un haut risque chirurgical, le haut risque chirurgical, il est qualifié par un risque d'au moins 5%, enfin de plus de 5%, vous voyez, de développer dans les 30 jours après la chirurgie, un décès d'une cause cardiovasculaire, d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral, sans tenir compte des éventuelles comorbidités du patient. Et donc on retrouve comme ça donc des chirurgies, enfin des situations qui sont qualifiées de haut risque chirurgical intermédiaire ou faible risque chirurgical. Et là vous retrouvez ensuite tout un listing, la liste n'est évidemment pas exhaustive, d'interventions chirurgicales qualifiées a priori comme étant assorties d'un risque très important, moyen ou faible, de voir apparaître ces événements en post-opératoire. Et en parallèle de ça, et je trouve que la stratégie, elle n'est pas inintéressante en tout cas, on a une confrontation qui est proposée du risque chirurgical avec le risque lié au patient lui-même. On peut très bien avoir un très haut risque chirurgical chez un patient qui n'a absolument aucun risque ou a priori aucun risque, très peu de comorbidité par exemple, il n'est pas hypertendu, il n'est pas insuffisant cardiaque, bon, bref, il a rien. Pour autant, il va être opéré d'une chirurgie qui, elle, est à très haut risque, ou l'inverse, ou évidemment un combo des deux. Et la Société européenne de cardiologie, vous voyez, propose que l'on attire, d'avoir une attention toute particulière. Évidemment, il faut toujours faire attention, mais que le degré d'attention ou de prudence soit plus ou moins important selon que on prend en charge un patient qui a un risque faible, intermédiaire ou élevé et ou qu'il est opéré d'une intervention chirurgicale qui, elle aussi, a un risque particulier. Alors évidemment, quand on est dans le cadre d'une situation chirurgicale qui est à très haut risque, et qu'en plus il s'agit d'un patient qui est lui-même porteur d'un risque particulier, là c'est méga warning partout, tout doit être mis en place pour évidemment faire en sorte que la prise en charge soit la plus optimale possible dès la phase d'optimisation avant la chirurgie, peut-être sur les décisions que vous prendrez ou pas sur l'arrêt ou la poursuite de certains médicaments. Évidemment, ça va avoir un impact sur la façon dont on va être amené à gérer le patient pendant la chirurgie, on va en reparler. Et puis peut-être que ces patients-là, il faudra leur proposer systématiquement une surveillance dans une structure de soins critiques qui permettra de les optimiser et les surveiller pendant encore quelques jours. Si à l'inverse, évidemment, votre patient est à très faible risque et que la chirurgie elle-même ne l'expose pas à un risque très particulier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir s'en occuper, mais peut-être que l'attention pourra être en tout cas un peu plus légère. Alors je vous disais, l'expérience du docteur, notre expérience personnelle, elle est sûrement extrêmement utile, mais il y a quand même un certain nombre de trous dans la raquette. Puisque quand on demande à des médecins, anesthésistes experts, de définir a priori quel est le risque de monsieur ou de madame quant à la survenue d'un éventuel risque de complication, qu'il s'agit d'un événement cardiovasculaire, d'une insuffisance rénale, d'une complication pulmonaire. Encore une fois, on peut avoir des avis qui vont être très différents. Et puis surtout, on peut se planter, quoi. Et ça, cette étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui a été publiée dans le Lancet, elle est assez jolie. 1400 patients quand même, hein, pour lesquels... patients qui
était identifié préalablement comme ayant un risque majoré d'événements et de complications cardiaques. Vous voyez qu'il s'agissait de patients avec une histoire d'insuffisance cardiaque, d'AVC, de diabète ou ayant une pathologie coronarienne connue. Et on demandait à des médecins anesthésistes d'évaluer a priori quelle était leur capacité à tolérer un effort et de justifier ça en équivalent métabolique qui pouvait être gradé en 4 ou moins, 4 à 10 ou plus de 4. Donc a priori, ce que l'on fait au quotidien, quand on fait des consultations, on essaye d'évaluer en termes d'équivalent métabolique quelle est la capacité d'un patient à tolérer un effort qu'on évalue peut-être en leur posant la question de savoir est-ce que vous êtes capable de monter un étage, 2 étages, 3 étages en courant sans être essoufflé, sans avoir de douleur dans la poitrine. Et ils ont voulu essayer d'évaluer ça, cette capacité individuelle des docteurs anesthésistes, spécialistes du périopératoire, à juger de la consommation d'oxygène individuelle de chacun des patients qui bénéficiaient de cette évaluation préopératoire. Et ils ont essayé de mettre ça en relation avec la survenue d'événements de post-opératoire, à savoir du décès et du dommage myocardique en post-opératoire dans les 30 jours après la chirurgie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas hyper performant quand même. Et notre évaluation préopératoire, notre intime conviction en tout cas à juger d'une capacité d'un patient à tolérer un effort ou à supporter un effort, elle est très mal corrélée avec la capacité, enfin la consommation d'oxygène réelle du patient quand on la mesure de façon objective en faisant des mesures de VO2. Il y a une très mauvaise corrélation. Et puis surtout, c'est très mal associé au pronostic du patient. Dans ce travail, ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'ils faisaient également, ils utilisaient des scores, et notamment le questionnaire de Duke, qui est un questionnaire qui maintenant inclut et proposé dans les recommandations, notamment nord-américaines, qui en lieu et place d'une part de subjectivité, associe lui de l'objectivité. Et quand on compare ce que fait le docteur de façon subjective à ce que fait le score, et notamment le DASI, on a des informations qui sont bien meilleures, rendues en tout cas par ce type d'évaluation objective et pas uniquement basée sur la subjectivité. Quand on regarde, encore une fois, dans cette étude, encore une fois, la capacité d'une évaluation a priori subjective de fait d'un docteur à qualifier le risque comme faible, modéré ou élevé, le élevé étant pris comme référence, vous voyez que notre capacité à juger de ce risque-là et le lien qu'il y a avec du pronostic en post-opératoire, qu'il s'agisse encore une fois de décès dans les 30 jours ou de dommages myocardiques, on n'est vraiment pas au top. Le message de tout ça, c'est OK, on a notre propre expérience, OK, on a notre propre expertise, mais malheureusement, tout ça reste très subjectif et je crois qu'il est probablement temps maintenant de s'orienter vers un peu plus d'objectivité. Ça passe pour l'évaluation du risque, mais ça passe également par ce que l'on va devoir mettre en place pendant la chirurgie en termes de monitorage et ne pas fonctionner toujours au talent. Alors, pour ce qui concerne le monitorage, effectivement, les cardiologues nous ont fait des propositions. Moi, perso, je ne considère pas que leurs propositions soient dénuées de bon sens, qui consistent à nous dire que chez des patients qui sont qualifiés comme ayant un haut risque de complications après une chirurgie non cardiaque, que ces patients, on se doive de leur appliquer un programme d'optimisation hémodynamique, me paraît pas être la plus grosse des sottises que j'ai entendues dans les 15 jours ou dans les 3 dernières semaines. Évidemment, ça fait assez sens. Et puis d'ailleurs, vous voyez que le niveau de recommandation, il est assez peu discutable. Donc chez un patient qui a un haut niveau de risque, il va falloir optimiser l'hémodynamique. Mais on le fait assez largement. Ce que l'on va discuter sûrement, c'est les moyens que l'on met en place en termes d'optimisation. Alors l'optimisation, ça a été évoqué par Bernard, c'est se fixer des objectifs de pression, c'est également garantir un certain nombre de débits, de sorte que les objectifs, nos objectifs, soient satisfaits en termes de perfusion de l'organe et d'apport de débit aux organes, afin d'éviter que ne surviennent les souffrances d'organes.
Alors, je laisse de côté évidemment la question du monitorage de l'électrocardiogramme. Ça me paraît assez évident que ces monitorages-là, on ne va pas les discuter. La question de la pression artérielle, elle est assez clairement tranchée aujourd'hui. Ça ne viendrait encore une fois à l'idée de personne, pardon, de ne pas surveiller la pression artérielle. Alors, il va falloir définir un niveau moyen, sûrement, de pression pour un patient donné, un objectif cible qui pourra être ou non individualisé et personnalisé. On ne va pas rentrer dans le débat de la question aujourd'hui et dans la question aujourd'hui. Pour autant, il va falloir maintenir une certaine pression artérielle moyenne si on veut maintenir une perfusion et éviter que ne survienne de l'insuffisance rénale ou un certain nombre d'autres complications en post-opératoire. Donc surveiller la pression, c'est évidemment oui. Plutôt la pression artérielle moyenne. Et quand on regarde quelques données, c'est une étude parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines que la littérature comprend aujourd'hui, il y a une association assez robuste, ça ne veut pas dire que c'est une preuve définitive, mais entre des événements hypotensifs en paire et en post-opératoire, et de la survenue de défaillance d'organes. Et dans ce travail, ils avaient évalué sur une réanalyse de la population de l'étude POISE-2, dont on vous a présenté les résultats précédemment, sur aspirine et clonidine. Ils ont réanalysé les données de ces patients-là pour voir ceux qui avaient fait des hypotensions pendant l'intervention et les 4 jours qui suivaient, s'ils avaient fait plus ou moins d'événements défavorables en post-opératoire, notamment en termes d'infarctus du myocarde et de décès. Et vous voyez, sur la partie droite, il n'y a pas vraiment photo, qu'il s'agisse de la période opératoire ou de la période post-opératoire, un événement hypotensif chez cette population particulière de patients-là était associé de façon assez robuste à un surrisque d'événements en post-opératoire. Alors sur la pression artérielle, il y a aussi des recommandations qui nous sont proposées. Alors le niveau de preuve, il est un petit peu moins robuste puisque il n'y a pas d'études randomisées contrôlées de bon niveau de preuve qui permettent de soutenir ces recommandations. C'est vrai pour les recommandations nord-américaines, c'est vrai également pour les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation. Il est recommandé aujourd'hui de maintenir une pression artérielle moyenne d'au moins 60 à 65 mm de mercure et ou une systolique supérieure à 90 mm de mercure pour les nord-américains afin de limiter ou d'éviter les événements notamment au niveau myocardique. Au niveau des recommandations françaises, on est sur les mêmes niveaux de pression et de valeur de pression artérielle également moyenne. Il est recommandé d'éviter que la pression ne descende en dessous de 60-70 mm de mercure. Vous voyez qu'il y a un petit trou dans la raquette. Est-ce que c'est plus 60? Est-ce que c'est plus 70? Peut-être que ça laisse un peu de place à de l'individualisation en fonction des situations. En tout cas, les recommandations n'ont pas traité de cette question-là aujourd'hui, en tout cas. Les toutes dernières recommandations qui viennent d'être tout récemment publiées dans l'European Journal of Anesthesiology, qui sont des recommandations pilotées par Bernd Sögel, mais auxquelles ont été associés Bernard et Jean-Luc notamment. Il est également recommandé, vous voyez, de surveiller la pression artérielle de façon un petit peu attentive en paire opératoire. Quand on en a la possibilité, c'est évidemment plutôt la pression artérielle moyenne qu'il faut surveiller. De la même façon, il est recommandé de maintenir la pression artérielle moyenne au-dessus de 60 mm de mercure. Quand on a fait le choix d'utiliser une méthode oscillométrique, c'est-à-dire le brassard en tension, recommandé de mettre le brassard au niveau du cœur. Bon, ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'ils se sont positionnés quand même sur la fréquence des mesures, 3 à 5 minutes. De façon à essayer d'éviter de passer à côté d'événements qui pourraient survenir entre 2 temps de mesure. Et puis il est, ça c'est sûrement discutable, suggéré de considérer l'utilisation d'un monitorage non invasif continu chez des patients qui ont un risque faible ou modéré d'événements de risque en post-opératoire. Bon, voilà, ce sont les recommandations, je vais les lire telles qu'elles sont. Je ne partage pas forcément cet avis, mais pour autant, c'est ça qui est inscrit. Donc pour la pression, il n'y a pas de sujet. Pour le débit cardiaque, où en est-on? Encore une fois, si on veut optimiser le transport ou manipuler le transport artériel en oxygène dans une situation où potentiellement on pourrait avoir une inadéquation entre le transport et la consommation, il n'y a pas 50 millions de façons de faire ça. Ce n'est pas en jouant sur la pression artérielle. Vous pourrez mettre toute la noradrénaline du monde et toute la phényléphrine du monde. Ça ne permettra pas de faire augmenter le contenu artériel en oxygène notamment. Et donc si vous voulez manipuler le transport artériel en oxygène, parce que le patient en a besoin, c'est soit vous jouez sur le contenu artériel en oxygène, et donc peut-être amener du sang chez un patient dont l'hémoglobine est insuffisante, augmenter la fraction expirée en oxygène si la saturation est insuffisante. Et si ça c'est satisfait, le seul paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer, c'est sur le débit cardiaque. Et donc, de fait, ça présuppose d'avoir accès à un monitorage du débit cardiaque.
Là aussi, les recommandations enfin les experts européens se sont positionnés de façon un peu plus affirmée, un peu plus tranchée peut-être que ce que nous, Français, avons fait. En tout cas, pour ce qui concerne les patients qui... Pardon, décidément, je galère avec ce pointeur. Voilà. Pour ce qui concerne les patients qui ont un risque particulièrement élevé, ce qui reste le gold standard, alors ça je pourrais faire un sondage dans la main, s'il y a une main qui se lève, je veux bien manger mon chien, qui aujourd'hui mettrait un cathéter de Swan-Ganz ou une thermodilution transpulmonaire chez un patient de chirurgie dès lors que l'on considère qu'il nous faut un monitorage précis et un peu consistant du débit cardiaque, on ne le fait pas. Bah, peut-être qu'on a tort, parce qu'objectivement, ce sont les méthodes de référence, et donc si on a besoin d'avoir une information précise, robuste, vérifiable du débit cardiaque, ce sont les seuls outils qui vous permettent de savoir, au moment où vous allez faire votre calibration, votre thermodilution, quelle est la valeur a priori du débit cardiaque. Tous les autres appareils de monitorage vont être intéressants parce qu'ils vont permettre de suivre la tendance, l'évolution sous l'effet d'une thérapeutique A ou B, mais ce ne sont pas les stratégies de référence. En revanche, donc, chez des patients qui ont un risque un peu plus faible de complications, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monitorer le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique, particulièrement s'ils sont opérés d'une chirurgie qui elle-même les expose à un risque particulier. Et donc il faut qu'on fasse un petit peu mieux en termes de monitorage du volume d'éjection et du débit cardiaque. Ce sont encore une fois les seules informations, les seuls paramètres sur lesquels vous allez pouvoir modifier quelque chose si votre objectif c'est de faire en sorte que le transport soit le plus adapté possible à la situation en termes de consommation en oxygène. Et donc pour conclure, j'ai dépassé d'1 minute 50, je m'en excuse. La surveillance hémodynamique, en fait, on ne se pose pas la question de la faire ou de ne pas la faire. Tout le monde fait de la surveillance hémodynamique. La question des outils que l'on va mettre en place, elle peut être discutable et elle est évidemment discutée. La subjectivité, j'espère vous avoir convaincu de ça. C'est bien, le talent, c'est super, hein, notre expertise, c'est génial. Le problème, c'est que ça repose des fois sur pas grand-chose d'autre que notre impression personnelle. Et encore une fois, c'est pas comme ça qu'il faut avancer, qu'on avancera. Et donc, il nous faut pouvoir appuyer notre réflexion et nos traitements sur des évaluations hémodynamiques un peu plus objectives, en tout cas basées sur un peu plus d'objectivité. Et pour ce faire, il faut avoir la pression artérielle, et on l'a tous les jours au quotidien. En revanche, tous les jours au quotidien, on se passe du débit cardiaque et c'est probablement pas une très bonne idée. Et donc, il nous faut faire un petit peu mieux. Ça passe évidemment par peut-être un peu de personnalisation. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre demain de nouveau des Swan-Ganz chez tout le monde, et c'est évidemment pas ça le propos. Mais en revanche, si vous prenez un patient en charge qui est à très haut risque, proposé pour une chirurgie à très haut risque, peut-être que c'est quand même ça qu'il faut encore faire aujourd'hui en 2025. En tout cas, ces stratégies, elles vont vous permettre d'individualiser la population cible et surtout de mettre en place une stratégie hémodynamique un petit peu plus robuste. Alors tout ça m'amène à ma dernière diapositive, qui n'est basée sur rien d'autre que mon avis personnel, donc je vous en supplie, ne considérez pas que c'est la vérité, sur ce que je vous propose en termes de monitorage en fonction des situations qui sont soit liées au risque du patient, soit liées au risque de la chirurgie. Il y a des cas de figure qui sont simples. Si le risque est faible en ce qui concerne le risque du patient et le risque lié à la chirurgie, là, du simple monitorage va a priori suffire chez ce patient dans cette situation clinique-là. Donc, électrocardiogramme, fréquence cardiaque et pression artérielle mesurée de façon non invasive discontinue, a priori, ça va faire le job. À l'extrême opposé, si vous prenez une situation chirurgicale, vous savez les recommandations européennes, là, si vous avez une situation de warning tout particulier, parce que soit le patient était très haut risque, et surtout si en plus ce patient à très haut risque est opéré d'une chirurgie qui elle-même le fait qu'il est exposé à un risque particulièrement élevé, plus de 5% a priori de risque de survenue d'un événement de décès par cause cardiovasculaire. Là, je ne pense pas que ce soit sur ce patient dans cette situation qu'il faut fonctionner à l'économie. Là, il faut mettre le paquet, quoi. On n'a pas le droit, en étant responsable, de partir en short affleur. C'est pas possible. Et donc là, dans ce cas-là, il va falloir peut-être considérer, enfin plus que considérer, mettre en place un monitorage continu invasif de la pression artérielle et quand même peut-être
se projeter vers un monitorage un peu précis et un peu robuste du débit cardiaque. Et puis après, eh ben, on adapte en fonction des situations. Et il y a un certain nombre de situations qui pourront peut-être être traitées avec un monitorage non invasif discontinu de la pression artérielle, puisque finalement le résultat n'est pas si intéressant que ça. En revanche, dans la quasi-totalité de ces situations, je vous propose, mais ça n'est encore une fois que mon avis personnel, de monitorer le débit cardiaque selon différentes technologies, différentes méthodes aujourd'hui disponibles dans la littérature. Ça va du non-invasif en passant par le Doppler œsophagien, ce que recommande la Société française d'anesthésie-réanimation, à des méthodes un peu plus invasives basées sur l'analyse du contour de l'onde de pression artérielle. Et je vous remercie.